Bonjour à tous, bonjour les achats, bonjour Jean, bienvenue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Jean Ducé qui est notre invité aujourd'hui. On va parler packaging et décarbonation. Est-ce que déjà le live est live? Est-ce qu'on est bien sur LinkedIn? Alors, je vais faire une petite vérification. Ça a l'air bon. Oui, oui, on est en ligne. Est-ce que vous êtes là? Hop. Ce que je vous propose, on va attendre que tout le monde arrive. On va faire un petit tour. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Leslie Oliver. Bonjour Quentin. Alexandre, Benoît, bonjour. Coralie, Yacine, super. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Vous êtes basé où? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui sont juste à côté ou très loin? Ingrid, Paris, Marseille, Limoges, Beauvais. Bonjour Alexis. Bonjour tout le monde. Ramos. Ça, toi, tu viens de Grèce, à mon avis. Alexandre, Grand Ouest. Bonjour de Rouen. Salut Ludovic. Bonjour Thierry. Maroc, Lyon, Toulouse. Ah, on est à côté. Poitiers, Côte d'Ivoire. Ah, là, ça commence à faire loin. Qui va avoir le record? Beaucoup de Parisiens. Salut Romain, j'espère que tu vas bien. Ouh, Daloa, Côte d'Ivoire. On a toujours notre communauté africaine qui est là. C'est très cool. Du Lot. Ah, c'est pas mal le Lot. Paris, Maroc. Bon, super. Paris. Bon, super. Alors, on est combien là? Je vais voir ça, si tout le monde est là. On va attendre encore un petit peu. Annecy, Brésil. Alès, Abidjan. Bonjour, Islem. Bonjour, Salem. Bonjour tout le monde. Bon, allez, Maroc. On va démarrer. Alger. Alger, c'est loin aussi. C'est pas mal. On n'a personne du Canada, là. D'habitude, on a des Canadiens. Et des Belges aussi. Besançon. Allez, c'est cool. Bon, on va démarrer, Jean. Je te propose de démarrer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vais mettre en grand ici. Tac. C'est bon, tu vois bien, Jean? Parfait. Nickel, impeccable. Allez, super. Sujet d'aujourd'hui, packaging et décarbonation. Et donc, en fait, j'ai souhaité inviter Jean parce que c'est en fait au détour d'un rendez-vous professionnel où on a commencé à échanger, puis on s'est rendu compte qu'on faisait des choses assez similaires. Et on s'est dit que ça serait pas mal de partager avec vous des projets qu'on a menés. Hein. L'idée, c'est toujours comme ça chez SWOT, on aime bien rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas dans la théorie, on va vraiment rentrer dans des vrais projets avec des forts impacts et qui vont concrètement générer de la décarbonation. Puis on va voir, on va faire une grande ouverture derrière sur les potentiels qu'il y a derrière ça au niveau des packaging. Comment on va faire? Donc, on va parler de 2 exemples de réalisation. Si on est assez rapide, hein, priorité à l'exemple de Jean. Le mien, je vais essayer de le faire en fonction du temps qui nous restera. Et on fera aussi une approche méthodologique pour que vous puissiez derrière vraiment utiliser ça. Et à la fin, je vais vous donner des accès à des contenus complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin et pouvoir réellement agir et décarboner aux achats. Jean, tu nous parles un peu de toi? Oui, avec plaisir. Donc, je vais essayer d'être assez concis, mais en gros, moi, je suis de formation ingénieur en agriculture. J'ai ensuite fait un master en management des industries agroalimentaires à l'ESSEC. J'ai presque 20 ans maintenant chez Sodexo, donc c'est quand même une longue expérience, mais je ne me suis pas ennuyé du tout. J'ai fait plein de choses différentes entre les opérations, les achats de produits alimentaires en France. J'ai eu aussi la chance de gérer des contrats de partenariats mondiaux avec les géants de l'agro-industrie. Vous avez les noms
sur l'écran pour créer de la valeur, pour développer les catégories ensemble, les catégories boissons froides, les produits laitiers. Voilà, donc on a eu des projets très intéressants autour du merchandising. Et puis, j'ai aussi travaillé un peu comme consultant interne. Je dis un peu parce que c'était sur un projet de réorganisation de Sodexo France. Donc, c'était intéressant de voir ce travail avec des consultants externes. Je suis parti aussi en Amérique du Sud. J'ai vécu 3 ans là-bas. Je m'occupais des achats de produits alimentaires. Donc, je gérais l'équipe d'acheteurs pour une filiale au Chili. Et puis, depuis à peu près 6 ans, et puis je vais vous raconter un peu le déclic que j'ai eu pour le développement durable. Il y a 6 ans, on me propose en fait au retour du Chili de gérer le portefeuille des emballages. Je ne connaissais rien à cette catégorie et j'étais pour le coup très orienté alimentaire. Et en fait, je me suis pris de passion pour cette catégorie. Et depuis, j'ai développé avec un groupe en interne notre stratégie achat responsable chez Sodexo au niveau du groupe. Et depuis, je suis en charge de l'implémentation de cette stratégie sur 3 sujets importants. Le premier, c'est la circularité. Le deuxième, c'est le carbone. Et le troisième, c'est l'agriculture régénératrice. Et juste pour vous expliquer mon petit déclic, c'était l'été 2018 où j'étais en train de lire le livre de Cyril Dion qui s'appelle « Le petit manuel de résistance contemporaine ». Et Cyril Dion, que je ne connais pas, mais dont j'avais beaucoup apprécié le livre, explique que nos actions individuelles, malheureusement, ne vont pas suffire à résoudre nos problématiques environnementales et qu'il fallait que chacun se réoriente sa carrière professionnelle. Et donc, c'est ce que j'ai été amené à faire en suivant cette inspiration. Et donc, je me suis dit, il faut que je m'oriente vers les achats et les achats RSE, comme tu peux les appeler, Guillaume, ou les achats responsables, comme on les appelle chez Sodexo. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant ton parcours parce que, en fait, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'acheteurs. Nous, on a Jean-Christophe chez nous, notamment, qui a une formation ingénieur agro et qui est parti dans les achats assez naturellement. Donc, on voit qu'il y a quand même chez les ingés agro une sensibilité, je pense, de fond sur l'environnement, qui est portée sur l'environnement. D'ailleurs, le sujet du jour, c'est la décarbonation plus que le côté social, même si on sait que le plus gros risque pour l'humanité, ça reste quand même les enjeux environnementaux finalement. Donc, le social joue énormément. Hein. Le réchauffement climatique, c'est ce qui va générer des vagues de déplacement des populations, etc. Donc, tout est lié. Je trouve intéressant, tu as un parcours assez riche et c'est fou comme tu as pu chez Sodexo faire plein de choses en fait. Beaucoup de choses. Énormément de choses. C'est vraiment super. Et c'est vrai que tout part de la nature. J'ai vraiment un goût super prononcé pour la nature depuis ce qui m'a orienté vers ces études-là. Et depuis, l'orientation que j'ai aujourd'hui ou la focale que j'ai chez Sodexo, c'est vraiment d'essayer de préserver les écosystèmes naturels. Donc, c'est vraiment ça mon angle d'action et d'impact. Top. Et on va rentrer, juste avant de rentrer justement dans un projet concret que tu as mené récemment et qui est en plein déploiement. On va vous consulter là, la communauté, pour savoir un petit peu, est-ce que vous avez déjà décarboné aux achats sur les packaging, sur une autre catégorie? Est-ce que ça vous est arrivé de réduire l'impact environnemental? Comment vous avez fait? Voilà, n'hésitez pas à commenter et à nous dire un petit peu l'expérience que vous avez par rapport à la décarbonation. En attendant, Jean, on va passer sur ton cas. Donc, c'est un business case sur les emballages jetables. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des infos clés de départ pour qu'on puisse un peu situer l'ensemble avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on parle, pour être très simple, on parle de couverts, d'assiettes, de gobelets, de saladiers jetables. Voilà, on est sur une douzaine de catégories. On a mesuré ça récemment. On en consomme 25 000 tonnes par an. Donc, c'est quand même pas rien. C'est 2,5 fois le poids de la Tour Eiffel, pour se rendre un petit peu compte. Et concrètement, c'est une catégorie qui est très intensive en carbone. Ça représente 17% de notre empreinte carbone sur tous les produits non alimentaires. Comme vous le savez tous, en fait, le plastique est roi sur cette catégorie. Il y a un risque important lié à la sécurité alimentaire puisqu'on parle d'emballage primaire. Donc, le pack est en contact direct avec l'aliment qui est ingéré après ou qui est bu par
par le consommateur. Donc, il y a un souci potentiel de migration de substances dangereuses du packaging vers le produit. Et en plus, c'est des produits qu'on peut être amené à chauffer, à micro-onder, et potentiellement, ça favorise nettement les migrations de substances potentiellement toxiques. Donc voilà. Donc l'usage aussi favorise un peu le risque potentiel. C'est aussi grosse caractéristique, risque supply important, oui bien sûr, puisque continuité de business pour nous. Si on n'a plus nos emballages, on peut pas faire de vente à emporter. Et puis c'est surtout grosse particularité, je trouve, c'est que c'est un marché super innovant, mais qui nous oblige aussi à être super vigilants, parce que il n'y a pas de solution magique. Le packaging, c'est vraiment un endroit où un secteur où les industriels de temps en temps présentent des produits qui peuvent être un peu attirants sur le papier, mais quand on creuse, on a des mauvaises surprises. Donc ça peut être plein de fausses bonnes idées. Et c'est pour ça que pour nous, ça nous demande d'être très réactifs sur le sujet. Et le gros avantage qu'on voit, c'est qu'il y a un cadre réglementaire. Moi, je le vois comme un avantage parce que ça nous permet de bouger les lignes. Ça nous donne des règles du jeu et donc on s'appuie là-dessus. Il y a la loi AGEC en France. Je pense qu'on peut le saluer quand même, Guillaume, c'est que la France est le pays, de loin, le plus avancé sur toute cette réglementation et sur l'élimination du plastique. L'Europe est déjà bien, mais la France, c'est encore mieux. Et il y a la directive européenne, dont je vais vous parler après, qui a été votée en 2019, qui a été mise en œuvre en 2021. Et puis, il y a pas mal de lois maintenant qui commencent à arriver dans pas mal de pays, au Chili, en Chine, au Canada. Donc, c'est assez bon à prendre. Et puis, il y a une pression consommateur et ONG très, très forte. Le déchet et les plastiques ont été très médiatisés récemment, diabolisés parfois, et par la presse, par les consommateurs. Donc, voilà, il y a tout un enjeu et une zone un peu très émotive, en fait, au départ aussi, liée à cette catégorie. Ouais, c'est un peu le matériau à abattre, le plastique. Ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de communication là-dessus depuis assez longtemps finalement. Et c'est intéressant que tu soulignes ça. Effectivement, au niveau réglementaire, on voit vraiment les pouvoirs publics en France ont à cœur de mettre en place quelque chose et de pousser les grands groupes, les entreprises jusqu'à la TPE à vraiment changer les choses et même j'irai jusqu'aux consommateurs parce qu'en fait, on est tous d'une certaine manière des consommateurs et tout part de là en fait. C'est le comportement des consommateurs qui va derrière influer sur l'État, sur la réglementation, sur les entreprises. C'est hyper intéressant. Ce que je te propose, c'est de nous parler un petit peu des différentes étapes de ce business case dans les grandes lignes. Que tu nous racontes ce projet. Ok. Alors, je vais commencer par prendre ma casquette un peu activiste. Désolé. Le plastique, c'est vraiment un reflet de notre modèle consumériste. Très clairement, notre économie aujourd'hui, elle est linéaire à 99%. Depuis les années 50, on utilise de plus en plus de plastique et de plastique vierge. Aujourd'hui, juste un ordre de grandeur quand même, c'est que 370 millions de tonnes de plastique en 2019 ont été produites. Ça augmente tous les ans. Donc, c'est gigantesque. Et seulement 14% de ces emballages plastiques sont recyclés mondialement, ce qui fait que voilà, la première boucle de circularité qui est quelque part la plus simple, elle est même pas, on n'arrive même pas à la réaliser aujourd'hui. Donc, il y a un véritable enjeu là du fait que ça ne marche pas. Enfin, moi, je dis toujours, ça ne marche pas, c'est pas efficace. Ce que je peux vous dire après, c'est que donc c'est pour nous en fait c'est une catastrophe environnementale d'un point de vue ressources, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue climat, qui sont quand même trois enjeux majeurs qu'on a à gérer, enjeux environnementaux qu'on a à gérer dans notre siècle. Pourquoi en ressources? C'est une ressource qui est pas renouvelable, on le sait. De l'huile de roche, ça met des millions d'années à se créer, donc voilà. On tape dans quelque chose qui est une ressource finie. Ça vient bien sûr abîmer la biodiversité marine et terrestre et puis ça contribue au réchauffement climatique. Et au-delà de ça, même pour nous humains, c'est un enjeu de santé publique puisque ça nous met en danger. Alors, ce qu'on s'est dit chez Sodexo après ces constats-là, c'est que où est-ce qu'on peut, et vraiment ça a été notre réflexion, c'est où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact.
Et le plus d'impact qu'on peut avoir, on a décidé que c'était sur la vente à emporter, donc sur la catégorie que je vous ai présentée avant, parmi tous les emballages qu'on peut acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez méconnu, mais Sodexo, c'est 18 000 points de vente à emporter dans le monde. Et un point de comparaison, McDonald's, c'est 18 000 points de vente dans le monde. Donc, bon, il y a peut-être un petit truc à faire. La catégorie, elle est super impactante d'un point de vue, comme je vous l'ai montré, pollution, enfin émissions de gaz à effet de serre, mais aussi au niveau environnemental et ce dont on a parlé avant. Donc, et il y a aussi un autre élément très important qu'on a pris en compte dans ce contexte, c'est que nous, on peut changer les choses. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise de nos achats. Tu vois, on peut définir nos spécifications là-dessus et on achète en direct auprès d'industriels la plupart du temps. Donc, vraiment, notre besoin, on peut arriver à le définir et à être vraiment moteur. Ouais, vous n'êtes pas sur des parce qu'en fait souvent c'est des catégories, on va appeler catégorie C dans pas mal d'industries. Et en fait vous, on est vraiment sur des achats de catégorie A, on va les appeler les achats principaux, les principales familles. Et vous travaillez pas avec des distributeurs, vous travaillez directement avec des fabricants, ce qui vous amène un levier d'échange et beaucoup plus impactant, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Si maintenant on parle un peu plus de stratégie, alors la vision à long terme, c'est quelque part d'éradiquer cette catégorie de la vaisselle jetable. Moi, je pense qu'on peut très bien, et on s'en passera dans le futur. Je ne sais pas quand ça sera, mais on s'en passera dans le futur. Et puis, quelque part, un peu mon rêve, c'est de mettre en place des formes de symbiose, un peu à l'image d'un super livre qui a été écrit par Isabelle Delannoy qui s'appelle L'économie symbiotique et qui fait des ressources des uns, des déchets des uns, pardon, des ressources pour les autres. Et donc, on peut imaginer que Sodexo ait un rôle à jouer là-dedans. Mais ça, c'est peut-être pour plus tard. En tout cas, pour rester les pieds sur terre aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que notre stratégie, elle a 4 piliers qui sont assez simples. La première, et c'est vraiment du bon sens, c'est de prévenir les usages qui sont inutiles. Et on va revenir dessus après dans les leviers, quand on verra les leviers un peu plus tard. Le deuxième, c'est de réduire les déchets et le plastique en particulier. Ensuite, troisième, et ça, on va vraiment insister après, je vais vous présenter ça sur la méthode, de bâtir des gammes jetables qui sont plus durables et plus saines. Et enfin, le dernier, ça, c'est plus de réfléchir différemment, d'oser, d'expérimenter en fait et de mettre en place des solutions zéro déchet. Et c'est ce dont on va parler après, à base de contenants réutilisables. C'est vrai que le meilleur moyen j'aime bien ton côté éradiquer, c'est parce que toi, tu es dans une dimension quand même assez politique finalement dans le groupe. Tu dois insuffler des messages forts pour qui derrière vont être intégrés en fait par les différents services, voire même jusqu'au consommateur. C'est un mot très fort d'éradiquer. Et c'est intéressant parce que finalement, d'une certaine manière, le meilleur moyen de réduire un coût, de réduire un impact CO2, c'est de le supprimer. Et on voit que dans les emballages, et notamment dans la famille sur laquelle on va déployer, c'est un sujet central, c'est un levier important. Ouais. Et tu vois, si on veut faire un parallèle, je trouve que le sujet du gaspillage alimentaire, il y a 800 millions de personnes sur Terre qui meurent de faim. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque part vraiment un scandale. Et je pense que sur le sujet, si on fait vraiment le parallèle avec les déchets, on va rapidement, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Et je pense que ça va progresser dans la maturité des gens à comprendre ce sujet-là, je pense, à l'avenir. Tu parlais de la symbiose, de l'économie symbiotique. J'ai noté le nom, hein, je vais acheter le livre, je vais le lire. Je trouve ça assez intéressant parce que tu parles des déchets et puis on a un stagiaire chez nous là qui me parlait, il me disait oui, tu sais, maintenant les restaurants, tu as une application, alors j'ai oublié le nom, je ne pourrais pas le dire là, mais tu as une application aujourd'hui où tous les restaurants qui vont avoir des déchets, en gros, te proposent à moins cher de venir racheter, voilà. Il y a toute une économie comme ça. Ouais, exactement. Too Good To Go, c'est exactement ça. Et je connaissais pas, et je trouve, c'est évidemment une version un peu simplifiée du truc, mais effectivement, c'est un petit peu ça. Ça devait finir à la poubelle, ça finit pas à la poubelle et ça fait le bonheur d'étudiants, et finalement de toute une population, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve, comme réflexion. Donc voilà, juste petit aparté. Ouais. Non, mais exactement. Ça fait partie des leviers, en fait, Too Good To Go, comme d'autres, pour
pour réduire ce gaspillage alimentaire. Ouais. Et donc, si on passe maintenant aux actions, tu me dis, hein, Guillaume, si on doit aller plus vite, Ouais. moins vite. Non, mais on peut peut-être, voilà, en fait, en gros, il y a eu tout ce contexte, la stratégie, l'identification un peu de comment on va mettre en place les choses. Et puis, comme bon, le temps passe vite, on va rentrer dans les leviers qui sont, Ok. il va y avoir deux grosses clés hein, sur comment on décarbone. Les premiers, ça va être les leviers. Bah, je propose qu'on passe sur les leviers. Et puis, si nécessaire, on reviendra en arrière. Ça te va? Ouais, ça me va. Allez, super. Alors, quel levier tu as identifié? Si je me permets, je démarre sur les leviers commerciaux, on va les balayer rapidement. Hein. Donc, à l'issue d'un état des lieux, vous avez identifié des leviers pour activer et pour décarboner tout en préservant la performance économique. Hein. Vous êtes arrivé Ouais. dans cette approche-là. Quand on lance un projet, ben, effectivement, là, sur la décarbonation, on va être vraiment sur les leviers techniques TCO. Mais comme dans tout projet achat, on va activer ce qu'on appelle des leviers commerciaux, dont l'incontournable appel d'offres qui fait partie carrément du processus, mais peut-être aussi des contrats pluriannuels avec des formules de révision de prix sur les emballages. Je pense que tu le sais extrêmement bien, et notamment dans la période actuelle avec des flambées des matières premières. Mm. Formules de révision de prix sont extrêmement importantes pour maîtriser ton évolution des coûts dans le temps et t'engager à long terme. Hein. On est dans une démarche durable. Qui dit durable dit partenariat. Et si tu t'engages sur plusieurs années avec tes fournisseurs, tu as intérêt à mettre en place des formules de révision de prix. Sinon, ça peut être compliqué à chaque fin d'année. Des accords cadres au groupe, etc. On va s'intéresser aux leviers techniques TCO qui sont le cœur de ce live. Et je te propose de prendre le relais et d'en parler avec tes mots, puisque ce sont les leviers que tu as identifiés. Alors, en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que nos actions, enfin, il y a un pilier dans nos actions, c'est un guide de sourcing. Alors, le guide de sourcing, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est en fait validé par l'ADEME comme un outil d'éco-conception. Et c'est super important parce que la façon dont on a bâti ces guides de sourcing, en fait, c'est là où on a créé de la valeur. L'idée des guides de sourcing, c'est de dire, donc on en a fait deux, on en a fait un premier pour sortir du plastique. Moi, quand on a vu cette directive européenne arriver, on s'est dit, il faut absolument aider les acheteurs dans les pays à faire les bons choix. Il faut qu'on puisse tuer les sujets. Désolé, c'est un peu barbare, mais il faut qu'on puisse tuer les sujets. On va parler du PLA tout à l'heure. Il peut y avoir des bonnes idées, mais il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on crée en fait une sorte de consensus sur des sujets un peu controversés. Et donc, ce guide de sourcing, l'idée, c'est comment est-ce qu'on définit les meilleures alternatives au plastique sur des dimensions santé, environnement et business. En fait, on a une philosophie, c'est vraiment une approche systémique. Systémique, c'est quoi? C'est qu'en fait, on considère toutes les dimensions d'impact dont on a parlé là, et aussi toutes les étapes de cycle de vie du produit. Et l'objectif pour nous, c'est d'améliorer l'impact environnemental, tout en garantissant en fait la sécurité alimentaire dont on a parlé, les besoins fonctionnels, donc que mon produit il fasse la même chose que ce que j'avais avant avec du plastique, et puis la partie économique, c'est-à-dire qui répondent à une exigence de tarif. Donc on a bâti ça, et on a bâti ça de façon, et là je vais prendre quelques images. Pour moi, c'était un peu une horde de sangliers, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse un sprint et que pendant 6 mois, on se mette tous autour de la table avec une équipe pluridisciplinaire et d'acheteurs, d'experts déchets, de gens du marketing. On avait vraiment des gens de tous les horizons. On a pris aussi un écosystème super ouvert avec nos industriels qu'on a impliqués dès le premier jour en leur disant voilà ce qu'on veut faire, on vous implique, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos recommandations, etc. Et des experts, genre des cabinets de conseil en circularité, des gens qui sont extérieurs au business mais qui peuvent être chimistes. Donc on a pris vraiment, on a essayé de voir des startups aussi, on a essayé de voir le plus largement possible pour essayer de définir tout ça. Et ce sprint, en fait, vraiment, l'idée, c'est que aussi en interne, on avait beaucoup de gens. On était une dizaine. Donc, moi, je menais un groupe projet d'une dizaine de personnes. On se réunissait très régulièrement. Et ce qui est vraiment important, c'est que moi, je n'aurais jamais pu le faire tout seul. C'est un peu comme, si je prends une image, si on veut décoller une aile de kitesurf
alors qu'on n'a jamais pratiqué, tout seul, ben, on risque un petit peu d'avoir des soucis. Donc là, il fallait que je m'entoure des gens qui sont experts chez nous en interne avec cette complémentarité d'expertise. Et enfin, un troisième élément de méthode que je souhaite mettre en avant, c'est qu'en fait, on en avait déjà parlé, Guillaume, mais je trouve que la fonction achat, elle est intéressante si tu n'es pas dans une posture d'acheteur de salon. Elle m'a plu celle-là. Et celle-là, elle t'a plu, elle n'est pas de moi. Donc la personne qui, si ça se trouve, écoutera le replay, se reconnaîtra. Et en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que pour moi, la partie achat, et là-dessus surtout, c'est un peu, on est comme en mode cash investigation d'Élise Lucet. C'est-à-dire qu'on va investiguer sur le terrain, on va aller, par exemple, sur le sujet du PLA, on peut en parler. On a été voir, enfin moi j'ai été voir avec d'autres personnes, des composteurs industriels. Parce que les industriels du PLA nous disaient, ce bioplastique, donc le PLA, juste pour résumer, c'est quand même un plastique, donc une résine qui est fabriquée à partir d'amidon, la plupart du temps d'amidon de maïs. Il y a pas mal de problématiques liées à ça environnementales, mais en revanche, il y avait un attribut très fort du PLA qui était de dire que c'était compostable industriellement, parce qu'il y avait une certification de compostabilité industrielle. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, on nous disait, oui, ça marche, c'est compostable. On a été voir et on a constaté que non, que en fait, c'était considéré comme un plastique dans le process, donc c'était mis au rebut, et donc ça n'était pas du tout, mais absolument pas composté. Donc nous, on s'est dit, bah, attends, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? On dit qu'on a une matière végétale à la base, c'est très bien, un bioplastique biosourcé, c'est très bien. En revanche, la fin de vie n'a rien de très bien. Donc, est-ce qu'on veut cautionner ça? Et grâce à ce travail de terrain, on a pu faire prendre nos décisions. Et en fait, donc, pas acheteur de salon, cash investigation, et il y a aussi un travail de fond, c'est-à-dire que dans ces sprints-là, on a, nous, une volonté d'aller aussi, de regarder, les informations scientifiques. Et donc, par exemple, il y a des analyses de cycle de vie, il y a des rapports, le dernier que j'ai lu, 139 pages, c'est un rapport d'analyse de cycle de vie, et il faut aller dans le détail de ça pour bien se rendre compte. Ça, c'est des éléments qui sont indépendants. On essaye de gérer cette indépendance. On regarde les hypothèses qui ont été prises et les enseignements qu'on en tire, eh ben, on les met dans cette fameuse prise de décision holistique qui tient compte de tous ces éléments. Donc ça, c'est super important. Je voulais le mettre vraiment en avant parce que c'est, je pense, la clé de la valeur ajoutée de ce qu'on a fait. Ouais, on reviendra dessus dans l'approche méthode et tu as raison de le dire. Je relève la curiosité. En fait, un acheteur un acheteur de salon est curieux, ce qui va dans les salons quand même. C'est vrai. Ouais. Curieusement, c'est pas toujours dans les salons où, je sais pas pour toi, où j'ai trouvé les meilleures idées. En tout cas, c'est plus dans la prod. Souvent dans la prod, on trouve des trucs incroyables en prod. Ou en regardant les concurrents, en achetant les produits des concurrents, des confrères, ou même on va le voir de secteurs d'activité complètement différents. Et là, on s'inspire, on s'imprègne de tout ce qui se fait. On fait un état de l'art un peu, hein. Et puis ensuite, on va se dire état de l'art, les innovations court terme, moyen terme, long terme, les grands acteurs. Et là, on va commencer à pouvoir définir en fait des leviers qu'on va pouvoir activer. Et c'est intéressant le sujet du PLA, de la bagasse que tu avais écarté. Si on rentre un peu dans le détail des leviers techniques, donc la fameuse éradication, c'est vrai que le principe de l'emballage jetable, c'est qu'il est jetable. Est-ce qu'on ne peut pas le réutiliser? Ouais. Ça peut paraître évident, mais c'est le meilleur moyen de supprimer un coût, c'est de supprimer l'achat. Et là, on est sur une des rares familles où c'est possible. Il y en a plus qu'on ne le pense, mais là, c'est quand même assez génial aux achats de pouvoir dire, mais attends, je ne vais pas aller essayer de négocier mon prix d'achat. Et c'est là où on comprend l'importance de la transversalité, de la vision globale et de la connaissance Je vais carrément réduire mes achats en changeant mes pratiques, etc. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Ouais, tout à fait. En fait, il y a vraiment des leviers que j'appellerais moi de bon sens. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, éliminer les kits de couverts jetables. Tu peux avoir un sachet plastique, une fourchette, un couteau, une cuillère, un sachet de sel, un sachet de poivre, une serviette. Bon, ça, c'est le pack de luxe.
Et quand on est face à ça, on se dit, bah, si mon consommateur il veut prendre une cuillère, il veut prendre un dessert, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à lui donner une cuillère? Donc de vraiment raisonner et d'être au plus juste, au plus près du besoin du consommateur. Un autre exemple, c'est les pailles. Voilà, on s'est aperçu que mondialement, la plupart des grandes entreprises comme Sodexo depuis un certain temps, on a réussi à se passer de paille, à part sur certains usages plus médicaux, etc., que nous, on a à gérer. Mais globalement, voilà, la paille, c'est quand même un accessoire un peu de luxe et parfois non nécessaire. Et après, il y a aussi, par exemple, en Angleterre, où il y avait beaucoup ça, les manchons de gobelets jetables. Tu sais, pour éviter de se brûler, tu mets un manchon comme ça. Bon, ça te fait encore de la matière pour un usage que tu peux éviter. Ouais, donc ça, c'est super important. C'est de la sobriété, hein, d'une certaine manière aussi. Tu parles de luxe. Bah, en fait, finalement, dans la vision d'éco-conception, on va aller vers la sobriété et assez curieusement, on va aller à l'usage nécessaire, au strict nécessaire. On revient souvent sur ça et on va même jusqu'à se connecter à être dans un raisonnement bio-inspiré. Parce qu'en fait, la nature, elle va constamment faire le juste nécessaire pour que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, quand on fait trop, l'humain a tendance à se couvrir, et ben, on va aller avoir des effets inverses dans des mesures catastrophiques, comme on peut connaître avec le plastique, mais dans des mesures plus réduites parfois. Je trouvais intéressant, on peut rapidement parler d'un ou deux leviers. On avait parlé de réduire le poids matière tout en préservant la résistance technique. Tu as une petite anecdote là-dessus, il me semble, sur… Ouais, on a regardé, donc quand on a validé nos matériaux sur les couverts, donc suite au guide de sourcing, on s'est aussi dit, est-ce qu'on peut pas aller plus loin et donc travailler avec nos industriels sur la réduction du poids matière qui est donc proposé par les industriels. Et là, on a fait tout un travail avec des tests produits, des allers-retours avec nos industriels pour réduire le poids, en fait, j'ai l'exemple d'une cuillère, mais on l'a fait sur les autres, tout en garantissant en fait l'appréhension, donc que tu puisses quand même vraiment être à l'aise avec le maniement de ta cuillère, et puis une contenance suffisante. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas beaucoup de matière, le bomber un peu là où tu vas avoir ton aliment, potentiellement, ça peut pas faire, absolument tous les usages. Donc, on a été à tester ça pour essayer d'être au plus, comme tu disais, le juste nécessaire pour répondre à mon plancher de besoins que j'avais. Et ça nous permet aussi, bien sûr, accessoirement, de réduire notre coût. Donc, c'est quand même assez bon. Ouais, c'est intéressant. J'étais à un salon de l'emballage il y a peut-être 4 ans. Je m'intéressais déjà beaucoup à l'éco-conception. Il y a une étude qui était sortie très intéressante où expliquait qu'en fait, le consommateur, oui, s'il peut réduire son impact environnemental par les emballages, il est partant, mais il ne fera aucune concession sur le confort. Les exemples qui avaient été pris, c'est OK, ma boîte de mouchoirs, elle est éco-conçue, ça veut dire que les mouchoirs sont condensés dedans et on en met plus. Et ben le consommateur, il va adhérer au truc parce qu'en fait, il va avoir moins de boîtes à acheter, la boîte elle va être plus petite, etc. Le bon exemple aussi, c'est les déos. Vous voyez, les déos ont été comprimés ces dernières années. Hein. Avant, on avait des gros déos, voilà. Ben, en fait, il y a un côté pratique dans le déo compressé. Au-delà de l'aspect écologique, c'est qu'en fait, il est plus pratique à utiliser, à ranger dans les armoires. Voilà, c'est plein d'exemples comme ça où en fait, le consommateur, s'il y a une concession à faire sur la praticité, etc., il ne va pas y aller. Et on connaît tous les cuillères qui ont été éco-conçues dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire trop allégées, on les casse, donc on ne peut même pas avoir l'utilité nécessaire. Donc là, c'est du pur déchet, hein, en fait. Hein. Et un exemple que j'ai en tête, que je trouve intéressant, et qui est une marque que j'affectionne beaucoup, mais qui justement a tâtonné, a testé des choses, c'est Cristalline. Où je pense qu'on est tous passés par là, où on a acheté une bouteille de cristalline et puis moi je me souviens très bien l'ouvrir, boire et puis me prendre tout dans la tête, quoi. Voilà. Et à côté de ça, ils sont allés dans ce sens-là, je pense, pour faire des économies à la base. Aujourd'hui, ça y est, ils commencent à communiquer sur l'éco-conception, mais ils ont fait quelque chose de génial, c'est le bouchon cristalline, où on va avoir un bouchon extrêmement fin qui va pas partir de la bouteille, donc pas partir dans la nature, se perdre. C'est un vrai problème et qui a, en termes de quantité de matériaux, il y a peut-être 50% de moins, j'ai pas en tête les chiffres, de matériaux utilisés en moins pour faire un bouchon qui a la même utilité. Ils y ont été pour le coup, mais ils ont gagné en praticité, donc le bouchon il part pas, etc. Et ils ont gagné en coût. Voilà, ça c'est de la pure décarbonation. Le temps presse, on va passer au levier RSE. Donc en gros, dans tous ces leviers-là que tu as activés, donc réduire la consommation, arrêter la distribution, donc revoir les usages,
On va avoir l'éco-conception en réduisant le poids matière, l'éco-conception en changeant de matériaux, la standardisation sur du nombre de références, réduire le nombre de références, standardisation aussi du nombre de matériaux utilisés. Ça, c'est super intéressant. Oui. Où tu harmonises en fait, tu harmonises les matériaux utilisés. Et comment en fait finalement tout ça va avoir un impact sur la décarbonation. Alors déjà, en fait, ce qu'on a fait, je reviens toujours à mon guide de sourcing à nouveau, puisque c'est vraiment la pierre angulaire. Tout ce qu'on a fait comme travail là-dessus, sur ce guide, ça nous a permis de réduire le nombre de matériaux. Puisque le principe du guide, ça a été à la fin de statuer, donc de dire certains matériaux sont interdits, d'autres sont tolérés, bilan environnemental acceptable, mais j'ai besoin quand même de ce produit-là. Et enfin, la dernière catégorie, c'est des matériaux qui sont privilégiés, c'est-à-dire que vraiment, on va vers ça. Donc, on a certains matériaux qui sont interdits et on limite, et donc on oriente véritablement notre consommation vers certains matériaux et moins de matériaux. Puisque ça, c'est hyper important en termes de recyclage. Il faut qu'on puisse tous faire des efforts de rationalisation et d'aller vers les matériaux les plus recyclables. Parce que si on continue comme ça, avec le nombre de matériaux qu'il y a, on ne va pas s'en sortir. Ouais. Donc par rapport à ça, une fois qu'on avait le nombre de matériaux, une fois qu'on a travaillé aussi l'éco-conception, en fait, on a les bons matériaux, les meilleurs produits, et donc on va concentrer forcément nos lignes articles et aussi nos fournisseurs. Donc mécaniquement, en fait, en travaillant sur la partie plutôt environnementale et impact environnemental, en fait, on a des conséquences positives sur nos rationalisations de gamme qui engendrent de la performance. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. On pourrait presque résumer, changer un peu la vision pour qu'on puisse voir en bas les leviers. C'est un petit peu l'amont, ça. En fait, on est centré sur ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et du marché fournisseur. Et en fait, on va voir que dans ce que tu proposes, dans ce projet-là que vous avez mené, finalement, on va aller jusqu'à revoir les habitudes de consommation des habitudes des utilisateurs, des consommateurs. Et en fait, c'est là où on comprend la vision TCO et aujourd'hui pourquoi la fonction achat est une fonction complètement transverse. Le temps presse, mais pour résumer sur ce projet, parce qu'après on va aller voir les résultats. Tu as mis en place un guide de sourcing pour une approche holistique et opérationnelle pour les acheteurs. Tu as mis en place des codes de conduite chez les fournisseurs. Tu as exclu certains matériaux qui, à l'époque, étaient hyper innovants, hyper dans l'air du temps, parce que tu as identifié que, effectivement, emballage primaire, risque sécurité, faible traçabilité, finalement, en fait, ça ne le faisait pas. Donc, l'acheteur, il va avoir aussi une analyse fine et il va aller vérifier sur le terrain ce qui se passe. Tu as mis en place des leviers pour aller conduire le changement chez les utilisateurs, pour faciliter la gestion du réutilisable, pour récompenser les comportements vertueux. Ce serait intéressant qu'on en parle, mais bon, on a un petit créneau, donc voilà, on pourra en parler de façon des heures de ça. Hein. Ouais. Un point important pour aller jusqu'au bout de la vision, hein, en fait, vous avez carrément, finalement, par ces leviers-là, donc là, aujourd'hui, là, on est sur la phase d'état des lieux, on imagine qu'on va faire ça, on va voir que vous avez réussi à le faire. En fait, on va avoir un levier de valeur ajoutée vis-à-vis des clients, voire même davantage compétitif. Tu as deux façons d'anticiper les réglementations. Tu peux les prendre dans la tronche et essayer de réagir, ou tu peux être en amont, hein, et c'est aussi le boulot de l'acheteur de connaître cet environnement-là, pour aller finalement te positionner en leader dans ces domaines-là, avant les autres. Hein. J'ai un de mes professeurs d'achat qui disait l'ennemi de l'acheteur, c'est sûrement pas le fournisseur, c'est plutôt l'acheteur chez le concurrent. S'il achète mieux que toi, voilà. Et d'une certaine manière, alors les acheteurs ne sont pas des ennemis, ce serait fou quand même dans une communauté d'achat qu'on se dise ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, en tant qu'acheteur, tu es quand même dans la transversalité de tout ça et en tant que leader de ce type de projet, tu vas pouvoir générer des avantages compétitifs concrets pour ton entreprise. Typiquement, dans les appels d'offres, on le voit tous aujourd'hui, il y a cette dimension RSE. Un acheteur, par exemple, Sodexo, demain, répond à un appel d'offres avec certains confrères. Ces confrères n'ont pas mis en place cette démarche-là. Ça peut être un levier qui pourrait être déterminant dans l'obtention du marché. Et donc, on va travailler sur bien sûr la baisse de l'impact environnemental. On a vu des conditions sociales sur les traçabilités des matières, des conditions de travail dans les champs de canne à sucre, etc. Et on va avoir aussi un levier performance économique, baisse des coûts, amélioration de la marge, voire développement des ventes par les achats. Ouais. Et juste un truc pour compléter, mais en fait, pour aller au bout de la démarche, parce que je pense que c'est là où on a de l'impact aux achats, c'est que ce guide de sourcing,
Après, quand tu en fais tes spécifications, c'est ce qu'on a fait Ouais, en fait, et tu le mets en place dans ton appel d'offres, bah là, tu vois, tu crées vraiment de l'impact. Ça ouais. reste pas quelque chose en chambre, non, ça vit, c'est communiqué au marché, c'est appliqué par tes fournisseurs, donc ça impacte tes consommations, donc ça impacte, voilà, ça impacte la planète en fait. Ouais, exactement. Petit retour d'expérience. Donc, ce que vous avez mesuré en résultat, on va pas rentrer dans le détail. Vous aurez la présentation à l'issue de ce live, donc vous pourrez la consulter dans le détail. Alors, en quelques mots, les résultats que tu as mesurés sur le démarrage de mise en œuvre. Bah, les résultats, c'est que quand on a mis ça en place en Europe, on a eu donc on a éliminé 5 catégories de plastique, 6 mois en avance de la réglementation. On a été au-delà de la réglementation. On a éliminé d'autres matériaux, comme on le disait. Donc en gros, on a 17 pays européens qui ont mis ça en place. C'était une grosse initiative chez nous. Ça a généré là après seulement 6 mois, 85 millions de pièces donc en moins sur 3 catégories de produits. Et puis, ça représente un poids de 450 tonnes de plastique évité, quoi. Donc, ce qui est plutôt chouette et qui aussi, derrière, se traduit en carbone, puisqu'on a un impact carbone qui est aussi positif, puisque ça, c'est quand même le plastique a trop d'avantages. Il est léger, il est pas cher, il fait absolument tout, flexible, C'est parce que rigide le et tout. plastique est pratique. En revanche, il a des émissions carbone qui sont un peu importantes. Donc aujourd'hui, vu que la focale est mise chez tout le monde sur ce sujet du carbone, eh ben, c'est au moins un inconvénient de ce matériau-là qu'il faut exploiter. Ouais, tout à fait. Donc, des résultats impressionnants que je trouve, moi qui personnellement, je me parle beaucoup et m'impressionne un petit peu, c'est qu'en fait, d'une démarche holistique, politique, tu arrives à quelque chose de très concret qui va toucher plusieurs pays européens, qui va avoir des impacts monstrueux. Et c'est d'autant plus difficile qu'une grande entreprise comme la vôtre, avec 18 000 points de vente, a une inertie qui doit être terrible. Et on se rend compte que vous avez réussi à garder une grande forme d'agilité jusqu'à être en avance sur les marchés. Alors, c'est votre devoir en tant que grande entreprise. Il n'empêche que vous avez réussi. Et en ça, c'est félicitations. C'est top. Merci, Top. Guillaume. Alors, il me reste peu de temps, mais je vais plutôt recoller à ce que tu as fait parce que c'est un peu la même chose, différemment raconté. Mais je vais vous raconter aussi la vision transversale. Donc là, on est chez Bioplanète, qui est une entreprise dans laquelle j'ai commencé en 2008 et qui est liée à l'histoire des achats RSE, puisqu'en fait, la fonction achat RSE est arrivée où en fait, je me rendais compte que les leviers de baisse de l'impact environnemental, de décarbonation, d'éco-conception sur les emballages étaient les meilleurs leviers d'amélioration de la performance économique. Ça, c'était il y a assez longtemps, hein, je pense début 2010, 2011, dans ces eaux-là. Et je découvre ça. Et puis, en fait, l'histoire de SWOT et des achats RSE, c'est que j'ai tiré ce fil en travaillant dans une quarantaine d'entreprises, dans les packaging, mais dans les transports, dans finalement à peu près toutes les catégories achats ou une grande partie de l'industrie. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout lié qu'aux emballages, mais lié à toutes les catégories d'achat. Et c'est de là qu'est né en fait SWOT et la fonction achat RSE. Donc, en gros, que si tu veux optimiser tes emballages et que tu es sur un niveau 1 de maturité, t'arrives pas à je vais laisser ça en haut, ça sera plus visible pour tout le monde. Je vais passer en mode presse. Tac. Si tu es un niveau 1 de maturité, tu veux optimiser, par exemple, ta famille. On va prendre les bouteilles en verre, qui était l'exemple que j'avais pris. Tu n'arrives pas à gérer, qui est d'ailleurs la situation dans laquelle je suis arrivé en 2008. Tu n'arrives pas à gérer tes approvisionnements. Tu n'arrives pas à approvisionner correctement ton entreprise. Donc, de là à vouloir décarboner, tu en es hyper loin. Et d'ailleurs, là, au niveau de la maîtrise des achats, on est proche du zéro, quoi. Tu subis tes hausses, et puis tu es bien gentil, le fournisseur, tu lui demandes d'essayer de te livrer à temps et tu es bien content. Ensuite, tu vas structurer tes appros, tu vas mettre en place de la planification, et puis là, typiquement, tu vas faire des négociations de fin d'année. Le fournisseur va venir te voir, oui, je dois mettre 5% cette année, nanana. Puis là, tu lances ta négo en jouant, et souvent, c'est là où finalement, tu as très peu de levier aux achats, et donc tu vas beaucoup plus faire jouer ton ego, ta personne, pour essayer d'obtenir les meilleures conditions. Hein, c'est souvent à ça qu'on a souvent justement qu'on résume la fonction achat, hein, comme des négociateurs. Puis là, tu vas monter d'un niveau, là, tu vas être d'un vrai service achat et tu vas activer les leviers commerciaux, dont le fameux appel d'offres. Aujourd'hui, on considère qu'un service achat est un service achat quand il fait des appels d'offres, puisque l'appel d'offres fait partie du processus de gestion de projet et donc du métier d'acheteur. En dessous, quand tu négocies, tu fais des appros, tu n'es pas un service achat. N'importe qui, d'ailleurs, peut négocier. Voilà. Par contre, pas n'importe qui peut faire un appel d'offres, par exemple, faire des contrats pluriannuels avec des formules de révision de prix, etc. Donc là, vous voyez, on ne touche pas trop encore la décarbonation. C'est quand tu arrives
au niveau 4, où là, tu vas commencer à activer ces fameux leviers techniques TCO. On en a parlé, éco-conception, standardisation, amélioration de la productivité. Bon, on en a parlé, on en a abordé beaucoup. Et en fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que plus tu vas monter, pour faire un appel d'offres, tu vas avoir besoin du service commercial, d'avoir un peu de visibilité sur les volumes, etc. Mais pour activer, faire l'éco-conception, retravailler par exemple les habitudes des consommateurs, là, tu vas devoir travailler avec toute l'entreprise. Et on se rend compte que plus on va amener de la valeur ajoutée aux achats, notamment de la décarbonation, mais tous les leviers techniques TCO et RSE, plus on va se rapprocher des services proches du client, de l'utilisateur, du consommateur final, et plus on va travailler finalement de manière collégiale avec les différents services. Et finalement, c'est à ce moment-là aussi on arrive à un service achat qui se sort de juste je baisse les coûts au profit de c'est quoi qu'il attend mon client, comment je peux avoir un impact positif, comment je peux anticiper les réglementations, comment je peux générer un maximum de résultats sur la performance économique, baisse des coûts, amélioration des marges, développement des ventes, mais aussi, et on le voit, c'est lié. Dans ton cas, la suppression des coûts t'a permis d'éviter des hausses de coûts, notamment la suppression des volumes. Eh ben, on va le voir là sur le projet qui suit, c'est la même chose quand tu fais des co-conceptions sur une bouteille en verre, par exemple. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans le détail de ce projet, mais je vais vous le mettre en filigrane. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc, en fait, on a fait, vous avez les mêmes leviers. Vous voyez que c'est un système, en fait, sur les packaging qui fonctionne très bien. On a activé des leviers d'éco-conception. On a activé un certain nombre de leviers avec des travaux avec un fournisseur qui est devenu un véritable partenaire parce qu'il a fait ça pour nous, mais il a fait ça pour toute sa production. Donc, nous, on arrive avec un budget de 2-3 millions d'euros annuels en bouteilles. Lui, c'est un acteur du verre qui fait à peu près 500 millions d'euros. Eh ben, les évolutions de procédés qu'on a mis en place pour pouvoir alléger les bouteilles, donc c'est un travail de co-innovation ensemble qui nous a permis de réduire les coûts de manière très significative, beaucoup plus qu'un simple appel d'offres. Eh bien, ça a impacté aussi toute la production du fournisseur, ce qui fait qu'en fait, on était peut-être le fournisseur numéro 200 en poids financier chez ce fournisseur. Chaque année, j'allais déjeuner avec le grand patron du groupe parce qu'en fait, on avait amené tellement de valeur ajoutée que il s'intéressait à nous, on avait des échanges hyper riches. C'est là où on se rend compte du potentiel en fait de la montée en maturité sur la performance économique, l'impact environnemental, etc. Dernier petit point, donc là, on a fait donc la partie état des lieux, on a identifié les leviers et c'est là le deuxième clé en fait de ce live. Tous ces leviers qu'on a activés, comment on va les rendre réels? Et grâce à l'appel d'offres. En fait, l'appel d'offres, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, de magique en fait, car il va nous permettre de redéfinir notre besoin. En gros, on a les leviers. Par exemple, avant, j'achetais des assiettes en plastique. Demain, je vais acheter des assiettes en carton. Et avant, j'avais 10 gammes d'assiettes en plastique. Maintenant, je vais avoir une seule gamme d'assiettes en carton. Je redéfinis mon besoin vis-à-vis des fournisseurs. Et l'appel d'offres, par le cahier des charges techniques notamment, par les documents d'appel d'offres, va permettre de traduire cette évolution du besoin et derrière de consulter le marché et de transformer ce levier-là en réalité. Et donc, à travers l'appel d'offres, on va faire les phases de négo, on va définir les scénarios, on va sélectionner les fournisseurs et nos assiettes en plastique, qui étaient au nombre de 10 et en plastique, 10 modèles différents en plastique, va se transformer en 1 et par exemple en papier recyclé. C'est comme ça concrètement qu'on transforme un état des lieux, des leviers, une analyse du marché, on le transforme en réalité pour l'entreprise et en impact économique mesuré, mais aussi social et environnemental. Tout ça, c'est des petites infos que je vous donne pour mesurer l'impact CO2, etc. Pour information, on l'a fait sur toute la gamme de bouteilles, donc ça aussi, c'est intéressant. Quand on commence à avoir un succès sur une catégorie, on va le déployer sur d'autres modèles. Et le temps passe très, très vite. On va finir sur une petite ouverture, Jean. Oui. Ceux qui sont là, quel est selon vous, je vais voir si j'avais mis je vais vous le dire alors. Quel est selon vous le plus gros générateur d'impact carbone dans le monde? Quelle est l'activité humaine qui génère le plus d'impact carbone dans le monde? Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez répondre en parallèle. Alors évidemment, comme on est comme toujours pressé par le temps, je vais avancer. Le plus gros générateur d'impact carbone dans le temps, Jean, c'est quoi? L'industrie. Ouais.
Et les achats, dans le chiffre d'affaires de l'industrie, ça pèse combien? La moitié? Ouais, 60% en moyenne. Alors, ça dépend, bien sûr. La production d'énergie, on a là le transport, effectivement. Mais tout ça, en fait, est lié à l'industrie, hein. Tout ça est lié à l'industrie. Effectivement, les achats, c'est en moyenne 60% du chiffre d'affaires des entreprises. Et au niveau RSE, quel est l'impact des achats au niveau de la RSE de l'industrie? C'est-à-dire quel est l'impact des achats? Tu peux Quel reformuler. est l'impact des achats sur la. Quel est l'impact. Alors, attends. Quel est l'impact RSE des achats dans les industries, en gros? Quelle part joue, sur quelle part influent les achats au niveau de la RSE dans les industries? Ça, je peux pas te dire, j'ai pas la réponse. Ben, il y a des infos qui sont sorties récemment. On est entre 60 et 70%. Effectivement, on est en interaction avec tout le marché amont. Et là, on l'a vu, si tu arrives avec les bonnes techniques, tu vas pouvoir toucher aussi tout l'aval. Et finalement, tu vas être un fédérateur méthodologique qui va finalement créer une équipe projet pluridisciplinaire. Donc, c'est plus seulement les achats, hein, et qui vont aller vraiment impacter ça. Et pour finir et pour terminer sur une note, est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une certaine manière que si l'industrie, c'est le premier pollueur mondial, si les achats, c'est ceux qui ont le plus gros impact sur la performance économique et sur l'impact RSE, est-ce que si demain, toutes les fonctions achats maîtrisent ces méthodologies-là dont on vient de parler, travaillent comme le fait Sodexo, est-ce que finalement, ça ne serait pas potentiellement le premier levier pour décarboner pas seulement aux achats, mais pour décarboner le monde, finalement? Est-ce qu'on ne touche pas là du doigt la vraie place des achats dans l'avenir de l'industrie, de l'humanité? Parce que notre rôle, finalement, au-delà d'améliorer la performance économique, hein, quand on parle de durabilité, on parle de performance économique aussi. Souvent, quand on parle d'achat responsable, de RSE, on parle que du côté social et environnemental. Mais finalement, la performance économique, je veux dire, si on se met à compter les lapins dans les champs, ça ne va pas faire vivre les entreprises. Donc, la performance économique est hyper importante. Et c'est là où on se rend compte de la place des achats dans, finalement, pour guider les entreprises pour qu'elles deviennent des leaders de demain, des leaders en performance économique, sociale et environnementale. Mais le potentiel est, je suis d'accord avec toi, le potentiel est gigantesque et dès qu'on ouvre une nouvelle voie, on s'aperçoit en fait du nombre de choses qu'il y a à faire. Enfin, le potentiel, l'univers des possibles est absolument gigantesque et il faut juste aller ouvrir ces nouvelles voies petit à petit et être curieux pour aller découvrir. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le potentiel est gigantesque. C'est vrai que quand on fait ce lien-là, on se dit, mais mince, est-ce qu'on n'a pas un vrai rôle à jouer qui commence à se montrer de plus en plus évident? Et on le voit, hein. Là, je le vois dans le public, dans le privé, dans toutes les entreprises. La RSE est en train d'arriver du consommateur sur les directions sur les achats, parce qu'on se rend très vite compte que c'est là que ça se passe, hein, en termes d'impact RSE et en termes de potentiel d'amélioration du management RSE. Et c'est là où finalement, ça peut être pour nous un levier énorme pour que, enfin, entre guillemets, les achats prennent la mesure stratégique qu'ils doivent avoir dans l'entreprise. Et donc, c'est une véritable opportunité pour nous et pour la communauté achat. Oui, tout à fait. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la présentation, vous aurez accès à une petite formation RSE aux achats et vous avez le live sur la gestion de projet pour rentrer plus dans le détail de la méthodologie. Comme d'habitude, Jean, toi, tu n'es pas forcément, mais on est tout le temps en retard. Tu m'avais dit, tu m'avais prévenu. C'est le quart d'heure toulousain. Je tenais à te remercier pour ta participation. C'est une grande chance pour nous d'avoir de bénéficier de ton expérience, de partager comme ça des informations qui sont récentes, qui sont vraies. Hein. C'est toujours intéressant de voir concrètement comment ça se met en œuvre. Donc, au nom de toute la communauté, je te remercie. Merci à toi, Guillaume, et merci de m'avoir donné la possibilité de témoigner et de transmettre, parce que ça fait partie de mes valeurs, donc voilà, qui me sont chères, de pouvoir communiquer ce qu'on fait. Après, j'espère qu'il y aura eu au moins quelques informations utiles pour aller plus loin dans les entreprises, dans chacune de vos entreprises. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a été utile. Merci à tous pour votre participation. 40% sur bilan carbone par les achats pour Stéphane. Stéphane qui est directeur achat de Naos, notamment, qui travaille lui aussi depuis des années sur ces questions-là. Stéphane, d'ailleurs, si tu veux venir participer à un prochain live pour aussi partager ça, ça sera avec grand plaisir. Merci à tous.
Dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions, je les transférerai à Jean. Stéphane rajoute 60% comprend l'ensemble de la supply chain. On a des informations complémentaires. Stéphane est allé assez loin dans cette analyse aussi. Super intéressant. Okay. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci pour votre participation et à très bientôt. On espère que ça vous sera utile. Vous allez recevoir, donc je mettrai un lien dans les commentaires pour pouvoir télécharger la plaquette. Vous avez accès au live en rediffusion. Il sera sur YouTube comme toujours dans les prochains jours quand j'aurai le temps de le mettre en ligne. À très bientôt. Merci Jean. Merci Guillaume. Et merci à tous pour votre attention. Au revoir. Ciao.